Chers auditeurs, bonjour. On espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien réveillés car aujourd'hui on va parler du cerveau, de diagnostic clinique et d'IA. Nous sommes en compagnie d'un des cofondateurs de Caravella, Alexis Tual. Bonjour, tu vas bien Alexis ? Bonjour, tout va très bien, merci. Et à mes côtés, il y a Pierre-Éric de l'équipe Daphne. Salut Pelle. Bonjour Sophie, bonjour Alexis. Alors avant de plonger dans cette grande masse nerveuse qu'est le cerveau, on va faire appel à ta mémoire, Alexis. Est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière et nous dire où tu as grandi, d'où tu viens, qui es-tu ? Alors moi je suis né à Paris, mais j'ai grandi, on a beaucoup déménagé. J'ai grandi à Tahiti et en Auvergne. Et j'ai fait mes études à Paris, ensuite j'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait des maths en prépa, puis en école, et un master de recherche en maths appliquées. Et assez tôt, je me suis tourné vers les neurosciences. J'en ai un peu saupoudré mes cours à l'école polytechnique et à l'école normale, jusqu'à faire un stage à l'ENS dans le département d'études cognitives. Mais c'est vrai que je venais plutôt des maths, donc à chaque fois c'était la première question que je posais en entretien, c'était est-ce qu'il y a un jeu de données où on peut faire des choses. Tu viens d'une famille des maths ? Non, pas du tout. Mes parents sont fonctionnaires tous les deux. Alors mon père est dans la fonction publique hospitalière, donc on a beaucoup vu les hôpitaux petits. Et ma mère vient plutôt du ministère de l'économie. Donc elle regardait plutôt les questions d'intelligence économique, d'industrie en fait en France. Et alors, on a regardé ton CV avec Pelle, on a regardé un peu toute la ligne directrice qui t'a mené jusqu'à Caravella, mais avant de plonger là-dedans, est-ce que tu peux nous parler du premier gros projet professionnel que tu as mené, avec notamment le bureau ouvert, et nous présenter un peu ce que c'est et ce que tu faisais à l'époque ? Ouais, et ça j'étais encore en master, donc en master de recherche, et il faut croire que j'avais du temps à côté parce que je passais du temps à coder des petits programmes open source, dont le premier s'appelait le journal officieux. C'était une sorte d'interface autour des données du journal officiel, sur lesquelles il n'y avait pas encore de moteur de recherche à l'époque. Et j'avais présenté ce projet à des gens d'Etalab qui m'avaient redirigé vers une initiative d'une parlementaire et de ses équipes qui s'appelait le Bureau ouvert à l'époque, où le but c'était de faire se retrouver des hackers chaque semaine à l'Assemblée pour coder des outils open source, pour outiller les parlementaires eux-mêmes, mais aussi la société civile, et rendre plus transparente en fait l'activité en commission, mais aussi en dehors. Et voilà, ça m'a occupé 2 ans. Et en parallèle de ça, j'avais eu une première expérience entrepreneuriale aussi. En même temps, je montais un projet qui existe encore, qui s'appelle Arcane, qui est centré autour de la standardisation des données en santé. Donc l'idée, c'était de lancer un grand pèlerinage, notamment auprès de l'hôpital public, et d'aller rendre des données qui avaient été collectées à l'hôpital public interopérables entre elles, de sorte à pouvoir suivre un patient, une patiente dans son parcours au sein d'un établissement, mais aussi entre différents établissements. Et comment tu as été amené à lancer ce projet pendant tes études, du coup ? C'était un peu drôle. J'avais fait quelques mois chez Palantir, donc une boîte qui fait de l'intégration de données, mais cette fois-ci plutôt pour des grands comptes, l'industrie ou les États. Et je trouvais la technique derrière ça assez intéressante et assez prône en fait à être adaptée pour des projets plutôt comme celui de l'hôpital public. Et donc au départ, c'était plus une volonté, là encore, en ayant traîné à l'hôpital et en ayant beaucoup entendu mon père parler des problèmes qu'ils avaient en informatique, une volonté d'essayer d'être utile. Donc en fait, Arcane, c'était drôle, c'était pas une boîte au début, c'était une association de loi 1901, donc vraiment avec un peu idéaliste, quoi. On allait à l'hôpital, on se disait qu'ils allaient être intéressés par notre software qu'on donnait gratuitement initialement. Ensuite, on s'est rendu compte un peu par la force des choses qu'il fallait qu'on structure ça d'une manière qui inspirait confiance aussi. Et en fait, une structure, une société par action simplifiée, ça inspirait plus confiance pour ces sujets un peu stratégiques pour l'hôpital qu'une association le 1901. Donc on est parti là-dessus, mais c'était un hasard. Et c'était reçu comment à l'hôpital ? Parce qu'à l'époque, peu d'outils peut-être étaient mis en place, et notamment quand ça touche aux données hospitalières qui sont quand même données sensibles. Comment vous étiez reçus ? Il y avait à l'époque déjà des initiatives plutôt centralisées, donc de la part du ministère de la Santé. Il y avait aussi toute une vague un peu de personnes et de volontés abstraites ou concrètes qui allaient dans ce sens-là. Donc je pense qu'on était un acteur parmi d'autres.
Et l'hôpital était plutôt réceptif. Idéologiquement, en fait, ce qui est très dur, c'est que tu arrives auprès d'équipes dont la mission principale est absolument pas de nettoyer les données. Donc, toi, tu es assez bas dans la liste des priorités. Et donc, en fait, il faut trouver, jouer ce jeu un peu de funambule où toi, tu penses que ce que tu fais, c'est important, mais le soin est prioritaire, etc. Donc, il faut trouver comment te lover au sein de... Voilà, dans un quotidien où toi, tu es en P2, quoi. Ouais. Et entre Arcane et Caravella, tu décides de faire un doctorat à l'INRIA. Comment on trouve son directeur de PhD dans ces cas-là Moi, j'ai décidé au moment du premier confinement. Alors, c'était drôle, le monde s'était un peu arrêté et un peu irrationnellement, je m'étais dit, je pensais qu'on allait rester longtemps à la maison et je m'étais dit, quitte à rester chez moi, autant faire de la recherche. Donc, bref, pas forcément quelque chose de très rationnel, mais du coup, j'ai écrit en fait aux personnes dont j'avais suivi les recherches les années précédentes. Donc, j'ai écrit à des gens qui faisaient de la sociologie computationnelle, de l'économie, et à un professeur du Collège de France dont j'avais regardé les cours les dernières années, qui s'appelle Stanislas Dehaene. Et donc, j'ai répondu à un de ses tweets au moment du premier confinement, où il cherchait d'ailleurs plutôt des post-doctorants et des post-doctorantes. J'avais écrit en disant, j'ai pas de doctorat, mais je suis très motivé. Et c'est assez drôle, j'ai envoyé un CV. Il m'a répondu, il m'a appelé immédiatement. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'étais extrêmement surpris. Il me parlait très lentement. Je me demandais s'il me prenait pas un peu pour un idiot. Et en fait, comme je l'avais écouté pendant des années, mais en x2, j'étais très surpris dans la vraie vie. C'est excellent. Donc d'ailleurs, j'étais très surpris de la première interaction. Il m'a dit, viens. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré les équipes et que j'ai rencontré par hasard mon deuxième directeur de thèse. Donc c'était un tandem, Stanislas Dehaene et Bertrand Thirion. Bertrand Thirion qui est du coup l'un des cofondateurs de Caravella. Okay. Et comme tu parles de tes cofondateurs, on peut parler du troisième, Bien Charles. sûr, ouais, avec plaisir. Charles, on s'est rencontrés. Charles, c'était mon co-malfaiteur d'ailleurs dès les débuts d'Arcane. On a monté Arcane ensemble quand on était encore en fait en master de recherche tous les deux. Donc on se connaît depuis longtemps et on a trouvé les moyens les plus rapides d'écrire nos TD et d'envoyer nos devoirs en master parce qu'on était pressés d'aller faire la visite des hôpitaux pour aller nettoyer les données, quoi. Alors, vas-y, parle-nous de la mission de Caravella pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. La mission de Caravella, c'est la rencontre des expertises de Bertrand, Charles et des miennes. Donc en fait, après Arcane, Charles est parti pendant assez longtemps à Hawkin, où il dirigeait l'équipe des biomarqueurs, plutôt en oncologie. Et ça, ce sera le end goal un peu de Caravella. Ce qu'on cherche à faire, c'est produire une base de données, une connaissance du cerveau un peu nouvelle, et d'être capable de produire de la connaissance qui sera utile notamment dans des essais cliniques, en psychiatrie et en neurologie. Et donc, en amont de ça, il s'agit d'essayer de faire ce que Bertrand et moi savons faire de mieux. Alors, moi, je sais faire quelques trucs, mais Bertrand, il sait faire beaucoup de choses. Il a suivi le film depuis maintenant quasiment 25 ans, en fait, en maths appliquées à la neuroimagerie. Donc, Bertrand, il a monté cette équipe qui s'appelle Parietal à l'INRIA, et dans laquelle sont passés beaucoup de gens assez connus maintenant en France en machine learning. Donc, il y a eu Gaël Varocco et Alexandre Grandfort qui sont arrivés là un peu dès le début et qui ont développé des outils qui maintenant sont utilisés par toute la communauté machine learning. Donc, Scikit-learn, en fait, c'est un package qui est sorti de cette équipe-là, sous l'impulsion de Bertrand, Gaël, Alexandre, qui était initialement en fait dirigé vers la neuroimagerie, l'IRM, la MEG, etc. Il y a aussi des anciens PhD students connus comme Arthur Mensch. Alors c'est assez drôle parce qu'il a vraiment travaillé à ces questions qui sont maintenant des questions qui traînent sur plusieurs décennies, quoi, où le but c'était vraiment de récolter de la donnée qu'on soit capable de modéliser. Et donc voilà, Bertrand, il a cette expérience maintenant longue de plusieurs décennies en collecte de données d'IRM et en entraînement de modèles d'assez grosse taille sur ces données biologiques. Comment vous avez fait pour le convaincre de vous rejoindre ? C'est peut-être qu'on n'a pas essayé en fait de le convaincre. Je pense que ça tombait peut-être à un bon moment. Oui, je pense que le timing est bon en fait, pour des raisons qui sont indépendantes de nous, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties en recherche les dernières années qui permettent de savoir beaucoup mieux ce qu'on veut acquérir comme données. C'est-à-dire que je pense que si on avait lancé un projet comme Caravella il y a 5 ou 10 ans, on aurait cerné moins justement, je pense, la quantité de données qu'on doit acquérir. Comment est-ce qu'on doit l'acquérir chez tel ou tel participant ? Est-ce qu'il y a des participants qu'on doit scanner beaucoup, pas beaucoup, etc. Donc en fait, on bénéficie énormément d'informations qui ont été accumulées en 20 ans de recherche et qui rendent le projet, je pense, synchrone avec son époque aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, ton quotidien, c'est de passer du temps dans les IRM pour capter de la donnée. Raconte-nous un peu le process. Alors d'une part, oui, voilà, je suis le sujet zéro. Donc là, j'ai bientôt 20 heures au compteur. Pour l'instant, je reproduis voilà, je passe dans l'IRM et on reproduit sur moi des protocoles d'acquisition de données qui ont été déployés ailleurs. Et donc ça, c'est une partie de mon temps, mais l'idée, c'est là-dedans de... Donc ça, c'est surtout des heures dites pilotes. En fait, ce qu'on essaie de voir, c'est voilà, qu'est-ce qu'on se sent confortable de faire en tant que, en tant que participant pendant plusieurs dizaines d'heures, donc plusieurs fois, voilà, des dizaines de fois 1 heure dans l'IRM. Et donc on est parti sur une tâche d'écoute de langage. Donc les volontaires qui participeront à notre protocole de recherche vont écouter des émissions de radio, peut-être ce podcast d'ailleurs, dans l'IRM. Et le but, c'est d'étudier la statistique de comment le cerveau répond à ces stimuli qui sont à la fois très riches et en même temps suffisamment peu déplaisants pour qu'on s'imagine les écouter pendant des dizaines d'heures. Et donc, voilà, une grosse partie de notre temps en ce moment, c'est acquérir ces heures un peu pilotes, mais aussi rédiger ce qui s'appelle un protocole de recherche, une étude de recherche, pour pouvoir se donner les moyens administratifs et légaux d'acquérir ces données qui sont du coup sans danger pour les volontaires en question, mais qui requièrent quand même d'être encadré du point de vue éthique, etc. Est-ce que tu es capable de déjà sortir une première analyse des vingtaines d'heures de ton cerveau dans l'IRM ? Oui, alors j'aimerais beaucoup te dire oui tout de suite maintenant. En fait, la question qu'on se pose nous, c'est donc ce qu'on fait différemment à Caravella, c'est qu'on essaye d'utiliser l'IRM. Voilà, ce qu'on fait, c'est un peu un contre-pied. On garde surtout la partie résonance magnétique et plus tellement la partie imagerie. Donc on essaye de voir ce qu'on peut trouver comme signal physique, biologique, d'un nouvel ordre en gardant les données brutes qui sont sorties d'un scanner. Ces données, elles sont énormes. Donc en fait, pour l'instant, on les a collectées et on arrive à les stocker. Il nous faudra encore un peu de temps, je pense, avant d'être capable de les faire passer dans des modèles statistiques qui vont apprendre quelque chose d'un genre nouveau. Mais c'est ça la ligne de recherche qu'on joue en ce moment. Donc il y a beaucoup de mise en place technique, mais je pense que ça peut aller relativement vite. Et les premiers débouchés applicatifs que tu as en tête ou que tu penses seront les plus simples, ils sont de quelle nature ? Je pense qu'il y en a beaucoup. On se concentre, nous, sur des go-to-market qui sont relativement lointains, mais qui, pour certains, à mon avis, sont assez sûrs. Donc, en fait, nous, les acteurs vers lesquels on se tourne, c'est surtout les acteurs de la pharma, dans un premier temps, qui ont déjà collecté de la donnée d'IRM et qui ont déjà fait des essais cliniques qui, pour certains, coûtent plusieurs centaines de millions de dollars, qui arrivent à la fin de leur essai clinique en arrivant à montrer que leur molécule a un effet significatif, mais qui n'arrivent pas forcément à identifier de façon systématique quelles sous-populations sont positivement affectées par cette molécule. Et donc c'est là la première proposition de valeur de Caravella, c'est de dire que nous, on a collecté de la donnée d'une manière qui amène en fait dans ces essais cliniques de la connaissance supplémentaire, parce que nous, on est allé échantillonner de la donnée statistique sur une population plus large, qui est pas seulement à risque ou pathologique, mais voilà, chez des gens bien portants. Et donc en fait, ce qu'on va essayer de faire en partenariat avec ces groupes pharmaceutiques, c'est d'identifier a posteriori des groupes d'intérêt pour la psychiatrie et la neuro. Donc en gros, d'établir des corrélations entre les centaines d'heures passées dans l'IRM et les pathologies de certains clients. Oui, c'est exactement ça. L'espoir, en fait, c'est qu'en observant un phénomène... Donc là, tu vois, je pense que c'est aussi la grande promesse du deep learning et ce qu'on a vu les dernières années, c'est que il y a quand même vraiment cette sensation dans la communauté que si tu échantillonnes un phénomène statistique suffisamment longtemps et que tu le donnes à ingérer à des structures d'IA qui sont adaptées, elles vont pouvoir apprendre le modèle statistique sous-jacent. Et donc, l'idée à Caravella, c'est d'entraîner des modèles sur une tâche qui est très compliquée, donc une tâche de décoding. Notre modèle reçoit des données d'IRM et essaye de reconstruire le stimulus tel qu'il était entendu par le volontaire ou la volontaire. Et ce faisant, en fait, cette tâche est tellement dure qu'elle force le modèle à apprendre une représentation de ce qui se passe dans le cerveau, représentation qui est très riche et que après tu espères pouvoir utiliser dans des cas d'usage en aval et notamment dans des cas d'usage clinique. Ça a un lien avec la thèse que tu as faite ou pas du tout ? Oui, moi du coup je faisais des modèles de décodage, donc voilà, c'est vraiment le sport auquel je jouais. Tu me donnes des données d'IRM et j'essaye de savoir ce que tu étais en train de regarder comme image ou ce que tu étais en train d'entendre comme texte. Et moi ma thèse elle se focalisait en particulier sur la génération de ces modèles. Donc on sait qu'on peut entraîner de très bons modèles sur un individu en particulier dès lors qu'on a suffisamment de données sur cet individu. Et moi, ma thèse, elle consistait à essayer de trouver des méthodes qui permettent de transférer ces modèles à de nouveaux individus
en utilisant une quantité de données minimale. Moi, ce que je regardais en particulier, c'est est-ce qu'on est capable de transférer ces modèles qui ont été entraînés chez des humains à des individus non humains, donc en particulier des primates non humains. Et la question centrale là-dedans, c'était si on arrive à faire ça, c'est probablement un signe qu'il y a quand même une organisation du cortex qui est commune en fait entre ces espèces. Et donc voilà, la question fondamentale, c'était celle de la présence ou non de réseaux qui s'apparentent au réseau du langage chez l'humain, chez des primates non humains. Et est-ce que tu penses que le débouché ultime, c'est de développer une IA qui s'inspire du fonctionnement du cerveau ? Ça, c'est le rêve mouillé de la communauté dont je viens. C'est-à-dire que je pense que quand on est neuroscientifique, on a très envie de croire que la neuroscience inspire aussi l'IA. Je pense que les dernières années, les avancées sont plutôt arrivées de l'IA vers la neuroscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on arrive de mieux en mieux à décoder le cerveau parce que on dispose d'embedding, donc de représentations vectorielles très riches qui ont été appris par ces modèles statistiques, style Mistral, etc., qui ont vu tout Internet. Je pense sincèrement que c'est complètement sincère. Je pense que c'est le moment c'est opportuniste, mais c'est le moment de renvoyer la balle. Et je pense qu'en fait, on est aujourd'hui en mesure de construire des jeux de données biologiques, donc sur des phénomènes biologiques qui vont pouvoir nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe de façon sous-jacente et d'essayer de développer une IA bio-inspirée. Par exemple, alors ça, je ne sais pas si... moi, je ne saurais pas vraiment comment aller là-dedans, mais par exemple, il y a une ligne de recherche que j'aime beaucoup en ce moment qui se développe, qui s'appelle le brain tuning. Donc, c'est cette idée que tu prends un modèle d'IA générative, de texte ou d'image, de son, qui a été entraîné sur tout Internet, typiquement, et tu vas essayer, après qu'il a été pré-entraîné, ce modèle, de fine-tuner, donc d'aligner ses représentations internes avec celles que tu auras observées sur le cerveau. Donc, c'est un peu, c'est une tâche qui est mal comprise. On essaye juste de faire en sorte que ce qui se passe statistiquement dans le modèle d'IA ressemble à ce qu'on observe empiriquement dans le cerveau. Et ça a l'air d'améliorer éventuellement ces modèles pour des tâches en aval. Ça a l'air de les rendre plus forts sur des tâches qui typiquement sont cognitivement un peu dures, comme détecter le sarcasme, des trucs qui sont typiquement humains. Et ça, je pense que c'est une ligne de recherche qui est intéressante parce que en fait, elle est extrêmement brutale. Tu vois, c'est juste, tu mets des très gros ensembles de données dans des modèles statistiques sans forcément comprendre la biologie sous-jacente. Donc, ce qui est terrifiant pour un neuroscientifique, tu vois, ça va à rebrousse-poil de tout ce qu'on a envie de faire en tant que communauté. Mais c'est un peu la bitter lesson des dernières années, tu vois. C'est ça qui va marcher. Donc, l'IA qui aura une émotion, elle sera développée par toi. L'IA qui donnera peut-être l'illusion d'une émotion, peut-être que, tu vois, là encore, c'est des processus, c'est statistique, donc je sais pas si c'est ça le processus sous-jacent qui se passe, mais je pense que tu peux en donner l'illusion, en regardant statistiquement ce genre de phénomène. Incroyable. Et en termes tu parlais de données, etc. Comment vous gérez l'éthique ? Parce que vous allez analyser, j'imagine, dans les prochaines années beaucoup de données. Comment vous gérez auprès de vos patients, vos sujets ? Je ne sais pas comment vous appelez. Nous, on les appelle des volontaires parce que quand même, pour venir plein de fois, il faut être très volontaire. Tu vois, il y a déjà ça demande un peu de temps. Un biais de recrutement, une barrière à l'entrée. Mais je pense qu'en fait, on a une approche là-dessus qui consiste à dire que d'abord, il faut qu'il y ait un consentement hyper éclairé. Donc, on écrit noir sur blanc ce qu'on va faire autant qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais. Et voilà, il y a un temps de pédagogie, je pense, avec les personnes qui seront incluses dans le jeu de données. Et ça, c'est vraiment une étape importante. Ensuite, ce qu'on cherche à faire là-dedans, c'est on pense que ces jeux de données qui sont énormes produisent une valeur qui est pas à démontrer aujourd'hui, dont les gens sont plutôt convaincus. On pense aussi pour des raisons de recherche, pour des raisons stratégiques, mais aussi pour des questions éthiques, que c'est intéressant qu'il n'y ait pas un nombre d'acteurs extrêmement réduit qui soient en possession de ces données, mais qu'il faut que la recherche soit relativement ouverte. Donc nous, on a pour but de publier une partie de nos données, donc de les rendre accessibles un peu à tous les vents, avec ce que ça comporte aussi de... Tu vois, tu peux pas être responsable de l'éthique des personnes qui vont utiliser ça en aval, donc il s'agit de border ça légalement, ce qui est une grosse partie du travail qu'on cherche à faire en ce moment aussi. Donc, dans le consentement qu'on recueille auprès des participants et des participantes, il y a aussi tout un travail à faire sur selon quelle licence est-ce qu'on va distribuer le jeu de données, selon quelle licence est-ce qu'on va distribuer nos modèles de fondation les plus petits, par exemple, pour aussi permettre de la recherche qui ne soit pas faite seulement par nos équipes. Mais voilà, c'est ça l'enjeu, je pense. Trop bien.
On peut être cobaye, donc c'est ça. Hein. Toute personne qui nous écoute peut devenir un cobaye en devenir. Oui, avec plaisir. On a ouvert il y a quelques jours le formulaire pour celles et ceux qui souhaitent montrer un intérêt dans la participation à cette collecte de données. On laisse aussi le libre choix aux volontaires de donner accès ou non à leurs données en ligne pour qu'elles soient utilisées par d'autres laboratoires que le nôtre. Et l'idée aussi, c'est de monter une étude qui soit inclusive. Donc, il va falloir ça c'est un challenge, il va falloir qu'on soit capable de scanner des personnes qui ont des origines différentes, qui ont des âges différents, qui sont à différents moments de leur vie, qui ont envie d'écouter des choses différentes aussi dans l'IRM, qui habitent pas au même endroit. Donc, un des gros enjeux du protocole de recherche qu'on monte, c'est d'être capable de nouer des partenariats avec des centres de recherche qui disposent d'IRM et qui vont être capables de scanner des gens, pas seulement dans un microcosme peut-être parisien, mais un peu ailleurs et notamment à l'étranger. Pour donner envie un petit peu aux auditeurs, qu'est-ce que tu leur fais écouter pendant l'IRM ? Là, alors nous, ce qu'on aime beaucoup écouter, il y a un enjeu aussi de droit d'auteur. Je pense qu'on peut pas faire écouter absolument tout, mais moi, ce que j'aime beaucoup écouter, c'est typiquement des émissions. Il y a une émission qu'on aime beaucoup de Radio France qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui est vraiment chouette. C'est des épisodes qui sont relativement courts, donc moins de 30 minutes, où t'écoutes des personnes qui racontent leur vie, en fait, et c'est souvent des épisodes qui sont relativement touchants. Je pense que ça, c'est un excellent stimulus. J'aime bien écouter des audiobooks aussi. Alors, le matin, quand je vais au travail, j'écoute Germinal. Alors, c'est un peu désuet. Et surtout, je me reconnais pas spécialement dans le fait d'aller à la mine, tu vois, donc je me dis qu'on a pas mal de chance. Mais je pense que c'est typiquement le genre de stimulus qui est intéressant, en fait. C'est très riche. C'est des choses qui ont été traduites dans plusieurs langues aussi, donc c'est un avantage. Nous, on va scanner dans plein de langues différentes. Donc voilà, t'imagines les problèmes qu'on T'es en 2x ou t'es en 1x là quand t'écoutes ? Ça dépend. En littérature, en général, j'essaye de mettre en x1 ou x1,25 pour souvent t'as de la musique un petit peu, donc dès qu'il y a des stims un peu audio, musicaux et que t'es en x2, ça tue tout. Donc, Et tu parlais je reviens juste au débouché, tu parlais des relations avec les labos, mais les premières pathologies pour lesquelles tu penses avoir des solutions à offrir seront lesquelles ? Alors, pareil, je le dis de façon hyper transparente. Je pense qu'on va être très prudent en fait sur la façon dont on communique là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont montés avec beaucoup d'espoir, et je pense que c'est important de ne pas donner de faux espoirs. En revanche, sur de la recherche qui est publiée aujourd'hui et qui a fait ses preuves, il y a toute une flopée de papiers qui montrent que tu peux utiliser l'IRM pour produire des biomarqueurs qui permettent de faire de la détection précoce sur des pathologies proches d'Alzheimer ou de la démence. Et donc voilà, ce n'est pas une solution curative, donc on ne sait pas encore comment forcément bien endiguer la progression de ce genre de maladie, mais c'est extrêmement important pour la recherche d'être capable de détecter des populations qui sont à risque, parce qu'en fait, tu as envie de pouvoir suivre l'évolution de cette maladie au sein d'essais cliniques chez des populations qui ne sont pas encore symptomatiques et qui du coup vont pouvoir peut-être participer à des essais cliniques où elles vont pouvoir se voir inoculer des molécules qui peut-être peuvent endiguer ça. Donc à Caravella, on ne saurait pas dire quelle molécule fonctionne ou fonctionne pas, mais on cherche à produire un outil qui sera primordial pour la mesure de la progression de ce genre de maladie, leur anticipation, etc. Donc Alzheimer, démence, et il y a aussi tout un volet psychiatrie, je pense, qui aujourd'hui est en train d'être un peu révolutionné par ce genre de mesures. Top. Et si on en revient à toi, comment as-tu cheminé vers l'entrepreneuriat ? Parce que finalement, tu as connu un peu que ça. Oui, alors la recherche publique, c'était très, très différent. Je suis passé dans des boîtes qui étaient aussi dans la phase plutôt vraiment plus scale-up, tu vois, mais qui étaient vraiment beaucoup, beaucoup plus grosses. Je pense que à titre personnel, l'entrepreneuriat, je le vois pas du tout comme une fin, mais vraiment comme c'est un environnement qui est particulièrement propice à développer des idées dès lors que ces idées paraissent projetables dans une réalité économique. Et c'est une contrainte que j'aime beaucoup, parce que je trouve que en venant de la recherche publique, je trouve qu'un des trucs que la recherche publique fait extrêmement bien, c'est de financer de façon large plein de petits projets. Je trouve que ce que l'entrepreneuriat fait très bien, c'est de financer de façon profonde un nombre plus réduit d'acteurs. Et pour passer à l'échelle, c'est intéressant, et avoir cette contrainte, en fait, qui est un peu une épée de Damoclès, mais qui est aussi, je trouve, une promesse qu'il faut faire. Avoir cette contrainte d'être obligé de projeter dans une réalité économique le projet que tu montes,
Ça, je trouve ça intéressant parce que sinon, on peut se retrouver à faire toute une vie de recherche théorique. Et j'ai rien contre la recherche théorique, je trouve ça super. Mais moi, je réponds bien, à titre personnel, à la pression de devoir faire quelque chose qui est utile tout de suite, quoi. Et quels sont les conseils que tu donnerais? Parce que notre mission, c'est de donner envie à des entrepreneurs de lancer des projets dans le domaine des sciences. Et donc, comme tu l'expliquais, de faire passer un certain nombre de recherches qui sont au stade fondamental, au stade applicatif. Est-ce que tu as des tips à communiquer pour valoriser des techs qui existent dans les labos? Alors non, moi, j'ai pas de conseils à donner parce que j'ai tout fait dans le mauvais ordre, donc voilà, des conseils, j'en prends, mais non, mais par exemple, tu vois, j'ai fait le programme Entrepreneur First avant d'aller en thèse, donc tu vois, ça aurait peut-être été plus malin dans l'autre sens, mais j'avoue qu'en fait, c'est un programme où j'ai vu des gens arriver avec une légitimité technique qui, moi, m'a beaucoup impressionné, et je me suis dit, bon, bah, en fait, dans le parcours d'un entrepreneur, d'une entrepreneur, ça fait sens, en fait, d'aller se plonger dans un laboratoire pendant une demi-décennie, d'en repartir avec quelque chose. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel et ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est quelque chose qui se duplique bien en tant qu'entrepreneur. En fait, aller reculer pour mieux sauter, je pense que c'est une bonne méthode et ça coûte pas si cher que ça, en fait, d'aller quelques années dans un labo d'où tu ressors avec beaucoup de signal. Et en revanche, je pense que, pareil, la vie d'entrepreneur, c'est des jours et des nuits, tu passes beaucoup de temps. Je pense que la grande chance que j'ai, moi, au quotidien, c'est de faire quelque chose qui me coûte pas beaucoup d'énergie, au sens où je pense que je fais quelque chose qui me passionne. Et donc, voilà, c'est un peu niais à dire, mais je pense que trouver, en fait, un équilibre de moindre énergie, au sens un truc dans lequel tu peux te lever des années parce que c'est quelque chose qui te plaît, c'est un bon truc à faire, je pense. Et comment tu vis, parce qu'on est quand même dans des mondes très différents, et tu viens du labo, nous on a un fonds d'investissement, comment tu vis depuis peu cet onboarding entre guillemets d'investisseurs dans le projet? Non, hyper bien. Ça, en plus, c'est on a été un peu chanceux, on avait vu ça un petit peu par Arcane, donc je pense qu'on connaissait un petit peu le monde culturel de l'investissement, même si là, c'est différent. Et justement, je trouve que moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je trouve qu'en particulier en Europe, sur la dernière décennie, demi-décennie, il y a eu aussi une transition un peu culturelle, en fait, sur quel est le prototype d'un projet qui est finançable par du capital risque. Et aujourd'hui, je trouve ça intéressant. Je trouve de plus en plus de fonds extrêmement techniques qui ont des thèses d'investissement qui sont très techniques, donc sur des plays de très long terme avec de la collecte de données, la vraie deep tech. Et je trouve ça très intéressant parce que moi, c'est une ligne éditoriale à laquelle je crois beaucoup et je trouve que c'est intéressant de financer ça et surtout que c'est très complémentaire du reste de l'écosystème. Donc, ça reste c'est de la vraie recherche avec des vraies intentions de retombées économiques sur des modèles qui sont excitants et je trouve ça assez harmonieux en fait. Que du bonus. On n'a pas beaucoup parlé de toi. Apparemment, tu aimes la littérature puisque tu es venu avec des livres. Que j'espère vous faire écouter dans l'IRM. Alors, ceci dit, non, ils sont un peu trop drôles, je pense. Faut pas que vous bougiez du tout. Donc, D'autres passions? La littérature, ça j'essaye de lire beaucoup, mais je lis pas assez. Mais en général, j'arrive à trouver le temps de lire quand je sors un peu de Paris. Et donc, ce que j'essaye de faire régulièrement, parce que j'ai la chance de pouvoir faire ça, c'est de partir hors saison dans le sud-ouest, par exemple, pour aller surfer. Donc voilà, mon autre passion, je pense que c'est l'eau. Je passe beaucoup de temps à me battre avec mes plaquettes dans les piscines parisiennes qui sont un peu engoncées, mais quand j'ai le luxe de pouvoir partir en train, je vais prendre un peu les vagues en octobre et en novembre. Trop bien. Est-ce qu'on a oublié des choses? Il faut pas que tu ressortes en disant tiens merde, j'ai oublié de dire ça. Non, alors moi j'aime bien parler de l'équipe. On a la chance là, je pense à Caravella, mais ce sera le cas, je pense, pour d'autres projets que vous accompagnez. On a la chance immense à Paris d'avoir un écosystème qui est très tech, extrêmement bien formé. Et à Caravella, là, je pense que un de mes plus grands plaisirs au quotidien, c'est de retrouver cette équipe qui est ultra forte, de passer mon temps. Et là aussi, c'est un luxe immense avec des gens qui sont plus forts que moi sur plein de sujets. J'apprends beaucoup. Et voilà, jusqu'ici, l'équipe qu'on a est formidable. Et je me souhaite assez égoïstement de pouvoir continuer à interagir avec eux et elles. Quand je dis l'équipe, c'est au sein de Caravella, mais même dans l'écosystème. Sincèrement,
Bon, je vous envoie quelques fleurs, mais c'est vraiment sincère. prend. Le contact avec nos investisseurs jusqu'ici est hyper sain et permet d'avancer le projet beaucoup. On a accès à beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui transitent comme ça. Donc, voilà, si c'était un dernier message de ma part, je pense que le côté team player, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir, mais qui jusqu'ici dans le projet a super bien marché. Donc, j'espère que ça va continuer. Bon, on vous souhaite de recruter encore de beaux membres au sein de l'équipe. Alors. C'est prévu. Et si on profite de ta présence pour faire un peu de prospective, comment tu vois l'IA l'évolution de l'IA dans quelques années et les prochaines ruptures? C'est dur. Je pense pas être je pense que s'il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'on est quand même plutôt des mauvais prédicteurs de ce qui va marcher ou pas, si ce n'est que voilà, plus de data en général, ça fonctionne un peu mieux. Je trouve que c'est une phase intéressante parce que là, on arrive un peu à la fin d'Internet. Donc j'ai l'impression que, en gros, tout le play sur le pre-training des modèles touche un peu à sa fin. Donc il reste quelques petites choses à grappiller, mais là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de capitaux et énormément de formations, de personnes qui sont extrêmement fortes sur le domaine, qui sont disponibles. Et il va falloir trouver des idées un peu baroques, en fait, pour se sortir de ce qui moi, m'a pas du tout l'air d'être d'une impasse, mais je pense qu'il va falloir trouver des idées d'un genre un peu nouveau. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est assez anthropique, quoi, tu vois, il va se passer anthropique, pas la boîte, mais tu vois, ça génère du bruit, un peu de bordel. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme période. Et tu vois, on voit énormément de projets qui viennent innover dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la productivité. Tu vois des secteurs qui aujourd'hui n'ont pas encore été touchés et qui devraient l'être grâce aux technologies dont on a à notre disposition? Je sais pas trop, j'ai un tropisme dont j'ai du mal à sortir, qui est que je regarde plutôt quelles sont les données qui sont disponibles. Donc tu vois, par exemple, ce que je trouve très intéressant en santé en ce moment, c'est que quand tu pré-entraînes un modèle sur tout Internet, il a accès à pas mal de choses, mais pas forcément à la cerise sur le gâteau, qui est, elle, plutôt, et c'est tant mieux, la chasse gardée, en gros, des établissements qui dispensent du soin. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a encore des coûts qui sont relativement naturels à jouer, qui ne demandent pas un shift technologique énorme. Donc non, je sais pas quels sont les jeux de données cachés, mais si je devais regarder où est-ce que ça va taper dans les prochaines semaines, les prochains mois, je regarderais un peu les choses avec cet angle-là, quoi. Bon, et dans tes rêves les plus fous, Caravella dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Caravella dans 10 ans, mes rêves les plus fous, on a acquis un jeu de données de 10 000 heures d'abord, puis de 100 000 heures ensuite à l'IRM. On a montré que la résonance magnétique permettait de décoder le cerveau de façon non invasive et hyper précise. On aura sauvé un ou plusieurs essais cliniques, donc c'est-à-dire amener des molécules à être commercialisées en identifiant des sous-populations d'intérêt, et on aura sauté le pas qui permet d'utiliser la résonance magnétique dans des très gros scanners vers des trucs beaucoup plus portables pour essayer de faire des interfaces cerveau-machine qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. Wow. Ouais, il n'y a plus qu'à. Je dois y aller là. On vous souhaite des bonnes analyses, des bonnes écoutes aussi, beaucoup de belles choses pour Caravella et toute l'équipe. Merci d'être venu témoigner. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à tous les deux. Merci Ciao. Alexis. Bye.